Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire le rewind de la semaine 7 de NFL et pour cela je suis avec PA. Salut PA, comment tu vas? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Bah, écoute, ça va très très bien. On a fini les épopées londoniennes. On va attaquer d'autres villes européennes, une en Allemagne et une en Espagne. Et puis après, voilà, on retournera tranquillement aux États-Unis pour la fin de saison. On a de la chance de retourner aux États-Unis. C'est Ouais. quand même parce que les matchs qui nous ont filé la NFL, on n'est pas sur les meilleurs de l'histoire pour le moment. On aura le temps d'en parler, même s'il y a eu des points. Et après la bouillie de football qu'on a eue la semaine dernière, c'est pas si mal d'avoir eu des points au moins. Suivez-nous partout avec le Front Office, le Discord, tous les liens sont en description. On a aussi un live jeudi qu'on est en train de confirmer parce qu'on ne sait pas trop, parce qu'il y a moins de dispo que ce qu'on pensait. Donc on verra ce qu'on fait, mais il y aura toujours un live jeudi. N'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch pour parler avec nous. Ce sera un live sûrement un peu plus interactif que d'habitude. Donc venez poser vos questions. On n'aura pas trop de questions là dans ce podcast en tout cas. Il y en aura un pour la preview. Mais dans celui-là, on ne va pas répondre à votre question. Donc si vous avez des questions jeudi, venez nous les poser. Twitch.tv/le front office. PA, as-tu quelque chose à rajouter avant qu'on commence ce rewind? L'intro était parfaite. Merci, ça fait plaisir. Et commençons avec l'employé de la semaine. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Ce type-là est un professionnel. Et pour l'employé de la semaine, on pose la question du joueur de la semaine. Vas-y, je te laisse commencer, PA. Qui est ton joueur de la semaine sur cette semaine 7 de NFL? Moi, j'ai un joueur qui est à 16 sur 23, 161 yards et un touchdown. Ce n'est absolument pas un quarterback, même si les stats pourraient être un peu trompeuses. C'est un receveur. Et je voulais parler de Ja'Marr Chase, donc le receveur des Cincinnati Bengals. Alors du coup, voilà, vous écoutez l'émission mardi, le match a eu lieu il y a 5 jours, parce que c'était le match du jeudi soir, entre les Bengals et les Steelers, comme j'ai dit, pour la victoire justement de Cincinnati 33-31. Et Ja'Marr Chase a été juste ultra impressionnant. Il a mis la misère à tous les cornerbacks qui lui ont été mis durant tout le match, notamment Ramsey, mais aussi Darius Slay. Donc deux corners avec quand même un pédigré relativement long et une grosse expérience. Il les a fumés pendant 60 minutes du match. On a senti à la fin du match qu'il était un peu plus en galère. Voilà, tu sentais physiquement, ça tirait un peu sur la corde, mais juste monstrueux. Et heureusement qu'ils l'ont dans l'équipe, parce que ça donne un peu de baume au cœur, ça donne aussi envie de regarder un petit peu leur match, et puis vraie soupape de sécurité pour Joe Flacco, parce qu'il l'a trouvé sur des zones courtes, intermédiaires et longues. C'était extrêmement impressionnant, j'ai trouvé. Et puis Ja'Marr Chase, on le sait, il était la cible numéro 1 de Joe Burrow. Il était la cible numéro 1 de Jake Browning, mais le problème c'est qu'il fallait que les ballons arrivent. Là au moins avec Joe Flacco, ça arrive un peu plus. C'est la moitié, c'est pas compliqué, c'est la moitié des réceptions et la moitié des passes lancées par Joe Flacco, sensiblement la moitié des yards. Ouais. Je pense que quand la balle lui était lancée, ça passait, et même si T. Higgins a fait un bon match aussi, mais ouais, 23 targets, pardon, c'est vraiment des stats de je joue à Madden avec les cartons de 12 C'est exactement minutes, ça. et je balance tout sur Ja'Marr Chase parce qu'il est ouvert à chaque fois. Et puis il est en overall 99, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était juste hallucinant. Tu vois sur les tracés, sur les cuts qu'il peut faire. Mais et en fait, si le corner, il laisse 3-4 yards de distance, Chase, il a encore largement le temps de se retourner et de le mettre dans le vent. Enfin, quand il est à ce niveau-là, c'est indéfendable. Je pense sincèrement qu'il est au-dessus de Jefferson quand il est vraiment à ce niveau-là. Quand il est à un niveau top du top, c'est compliqué. Jefferson, c'est en plus d'être exceptionnel, c'est la régularité. Il est là, et t'as l'impression qu'il... Après, il a eu quelques blessures, attention, mais c'est quand même souvent 100 yards, souvent, peu importe le corner en face. Sauf si toutes les réceptions sont contestées comme avec Cooper DeJean. Là, c'est un peu plus compliqué. Et encore, il a quand même fait un bon match. Mais ouais, là, Ja'Marr Chase, assez impressionnant tout de même. On s'y attendait pas, parce que il paraît que vous aviez fait un live avant le match et que vous Il aviez paraît, le mec il ne suit même pas, c'est triste quand même. Sauf GG.
Il a sorti la petite victoire des Bengals. Mais non, puis effectivement, grosse surprise. Et Je te trouve méchant parce que dans le preview, j'ai quand même dit que tous les matchs c'était n'importe quoi et donc les Bengals allaient gagner. c'est vrai. Je me suis ravisé après par contre. Bah Ça, oui, ouais. on n'en parlera pas ça. Le Survivor et le Pick'em, voilà. Courageux, mais pas téméraire. Voilà. Mais ça redonne aussi un petit peu d'espoir aux Bengals, je trouve. Leur calendrier est pas si compliqué que ça. S'ils arrivent à trouver une certaine... comment dire, une défense qui arrive à les rassurer un petit peu, vraiment un petit peu, qui arrive à faire quelques turnovers comme ils ont réussi à faire justement contre Rodgers et cette attaque des Steelers, il y aura une vraie possibilité pour les Bengals d'être toujours dans les matchs, avec un Flacco qui réussit bien ses matchs, mais ça, c'est pareil, il est trop irrégulier maintenant à son âge, donc je pense pas qu'il arrivera à faire autant de performances, mais tu vois, Chase Brown au sol a très très bien couru sur ce match-là. Chase Higgins, tu sens que ça y est, la machine commence à être lancée. Je les ai peut-être enterrés un peu trop vite, sans Burrow. Effectivement, il faudra peut-être encore compter sur eux cette saison. Je pense pas. Je pense que c'est pour le coup. Je pense qu'on les a enterrés au bon moment, surtout quand on a vu ce qui se passait après. Après, c'est vrai que Joe Flacco c'est différent de ce qu'ils avaient et c'est peut-être pas si mal. Mais perso, j'ai du mal à les voir remonter. Hein. Certes, ils sont en 3-4 au final dans une AFC un peu difficile. Quand on voit sur notre power ranking, la troisième équipe d'AFC est en 4-3. Donc en fait, t'es vraiment pas si loin de ça. Et mais ouais, enfin, ça fait pas quand même. C'est pas Jojo. C'est pas Jojo. T'en prends quand même 31 face aux Steelers. Les Steelers qui ont une défense qui est pas bonne. Donc j'ai hâte de voir face à une bonne défense. Parce que la défense des Steelers, elle a pas du tout rassuré depuis le début de la saison. Elle montrait du mieux, mais je te rejoins. Sur la globalité de la saison, c'est pas ouf. Exactement. Non, mais à voir. Intéressant en tout cas, sûr. Ouais, de mon côté, mon joueur de la semaine, c'est un joueur dont on parle pas souvent. Et donc, j'ai hésité avec un autre, mais comme j'ai l'équipe en top équipe, j'ai pas voulu en parler. Donc, de mon côté, c'est Patrick Mahomes, parce qu'il fait un début de saison qui est très très bon. Et je trouve que là, ce match-là aussi, 26 sur 35 face aux Raiders, 286 yards, 3 touchdowns, un quarterback rating de 126.6, ce qui est très bon pour noter. 4 courses en plus, 28 yards, et c'est ça en fait qui est bien avec Mahomes cette saison, c'est qu'il arrive aussi à courir, et il est moins énervant. C'est-à-dire qu'il est meilleur, mais il est moins énervant. Et ça fait plaisir, j'ai envie de te dire. Parce que moi, Mahomes, j'ai du mal à cause de ses attitudes, on va dire. Enfin, bref, il est un peu... il saoule, quoi. Et là, il me saoule pas trop sur ce début de saison. Donc c'est bien, je trouve que c'est intéressant à noter. Et ouais, contre des Raiders où ils ont limite mis les remplaçants à partir du deuxième quart-temps, tellement il se passait rien en défense, il se passait rien en attaque. Les Raiders, on n'en parlera pas, donc je vais en parler très rapidement, mais qui ont eu 30 plays offensifs sur le match. Et c'est le plus petit nombre depuis 2002, et en tout cas, c'est sûrement depuis plus tôt que 2002, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à compter les plays offensifs. Et la moyenne de la ligue, c'est 60. Eux, ils sont à 30 sur ce match-là. C'est catastrophique. L'attaque, voilà, Alexandre n'est pas là, mais on en parle quand même. Les Raiders, il n'y a rien qui va. Et une des questions qui nous a été posée sur le Discord, c'était quelle est la porte de Pete Carroll au niveau des Steelers. J'ai pas la réponse. Au niveau des Raiders. Les Steelers non plus d'ailleurs, mais Raiders encore moins. Des Steelers, ça serait inquiétant. Ouais, sur ce match-là, tu peux en sortir beaucoup de stats. Le temps de possession, c'est 42 minutes pour les Chiefs. Donc, la défense, ça peut être aussi bonne que tu veux. Quand tu te prends 42 minutes de possession quand tu es en défense, c'est injouable. Mais bon, après, ils se sont pris une valise de points. Comme tu l'as dit, ils ont mis, en tout cas au niveau des quarterbacks, ils ont changé au milieu du troisième quart. Ouais, match un peu humiliation pour les Raiders. Et Mahomes, oui. Je suis moins que toi. Moi, il m'agace toujours autant. Et voilà, je trouve que c'est un super quarterback. Je n'enlève rien du tout, bien évidemment. Mais Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que je l'aime pas que je ne le respecte pas. Mais par contre, ce qu'on peut aussi rajouter, c'est qu'il a un coaching staff qui est vraiment top de la ligue, qui arrive à le mettre dans des conditions pour performer qui est quand même assez effrayant. Il fait quand même beaucoup de screen pass, je trouve. On se moquait beaucoup de Tua à une certaine époque aux Dolphins où c'était trop.
C'était trop, il faisait que ça pour faire C'est avancer toujours les trop. chaînes. C'est toujours trop. Oh. En même temps, quand on fait autre chose que des screens, il fait des interceptions, donc compliqué. Mais, Ouais, des fois, il fait des fumbles. mais quand tu regardes les jeux de passe des Chiefs, ouais, effectivement, sur ce match-là, Mahomes, il est crédité de 3 touchdowns. Il y a un touchdown où c'est juste une remise en avant. Alors, je dis juste, moi, je le fumble, tu vois, mais je suis pas quarterback professionnel, mais il fait sa remise en avant et c'est compté comme une passe de touchdown. Donc, Comme, c'est aussi comme un peu... comme quelqu'un que tu connaissais très bien avant, d'ailleurs. Il faisait moins. Il le faisait. Alors, je parle de Tom Brady, évidemment. Tom Brady, c'était le roi de ça, hein. C'était la petite passe pop au niveau de son running back qui partait en courant. Gna, 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 j'aime pas quand c'est Mahomes. C'est Brady, c'est le GOAT. Voilà, on connaît le PA. On a l'habitude. De toute manière, Pas du tout. je Pas laisse du les tout. Patriots pour un peu plus tard. Je sais que t'en parleras. T'es comme ça. Dès que les Pats y gagnent, de toute manière. Parler des Patriots, mais moi, je suis pas. J'ai pas des œillères. Hein, je regarde les autres. On pourra parler de ton voyage à Londres, mais ça t'a revigoré. Eh ben écoute, t'as quelque chose à rajouter sur Patrick Mahomes? Non, c'est juste l'attaque des Chiefs qui, on l'a vu depuis plusieurs semaines, monter en puissance. Là, la défense suit. Bon, est-ce qu'on peut déjà dire maintenant qu'ils seront au Super Bowl en février? Non. Oh. Non, mais je pense que c'est un des favoris là maintenant. Autant c'est- tu m'aurais demandé ça après la victoire contre les Giants ou même la défaite, ils ont perdu en Les semaine Jaguars. 4. Non, la défaite d'avant. Ah bah si c'est les Jaguars, pardon. Quand ils perdent contre les Jaguars, non, moi je les avais presque enterrés. Et en fait, bah là, ouais, c'est infernal. Après, encore une fois, hein, c'est les Raiders en face. On Oui. verra la semaine prochaine. Je sais pas encore- contre qui ils jouent la semaine prochaine. C'est les Commanders. Tu pourras aussi en parler, mais du coup, il y a quand même la double confrontation contre les Broncos et il y aura un match contre les Colts et le match retour contre les Chargers. Donc, il y a quand même des matchs compliqués à aborder de leur côté au niveau de leur calendrier. Ouais. Après, quand ton match compliqué, c'est un double affrontation, double affrontement contre les Broncos. Bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. On verra. PH, je te propose qu'on passe au gros dossier. J'ai un dossier énorme, plus gros que la terre, et celui-là, j'ai mal au ventre. Je me dis, oh my god, je vais devoir le balancer. Et pour le gros dossier, on va se poser la question du match, de la blessure, de la décision arbitrale, d'autres choses, d'un scénario qui nous a marqué cette semaine. Et PA, tu m'as lancé un petit peu sur la rubrique précédente sur le match à Londres, effectivement, puisque j'étais au match entre les Rams et les Jaguars. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Premièrement, et je vais dire texto ce que j'ai dit dans le canal Jaguars du Discord, Trevor Lawrence est nul. Et je pense que c'est important à le dire de temps en temps, que Trevor Lawrence est nul. Il n'y a rien qui va. Les Jaguars, c'est un. Honnêtement, je ne comprends pas comment ils sont en regardant ce match-là, hein, je ne comprends pas comment ils sont en 4-3. Il n'y a rien qui avançait. Quand ça avançait, il y avait un flag. Quand ils faisaient des stops défensifs, il y avait un flag. Quand il n'y avait pas de jeu, il y avait des flags. Ils ont perdu plus d'un terrain en termes de flags. Je veux dire beaucoup de fois le mot flag. J'avais des gens devant moi au stade qui lançaient des petits flags de pénalité à chaque fois qu'il y en avait un sur le terrain. J'en ai vu 13, 14, je ne sais plus combien c'est exactement. C'était indécent. Il y a 2 lueurs d'espoir côté Jaguars. C'est Travis Hunter, évidemment, et Parker Washington, qui devrait être beaucoup plus utilisé, qui est ultra électrique. Il a eu deux petites passes en end around, donc pour le coup des courses en end around. Le mec, c'est le mec le plus rapide de cet effectif. Tu comprends pas pourquoi il a pas plus la balle. Et donc très très bon. En fait, il y a des armes. Il a le temps de lancer Trevor Lawrence et il n'y a rien qui se passe. Et je trouve ça très dommage. Et pour tous ceux qui étaient au match, ce troisième quart-temps qui a commencé à 16h et qui a fini à 18h45, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a eu que des punts, il n'y a eu que des temps morts, un nombre de pubs dans le stade, vraiment. Autant, alors je suis très content d'être allé voir ce match, mais le nombre de pubs, c'est pas possible. Il y avait toutes les 3 minutes, même pas, des pubs, le coin toss, tout était pubesque. Et le troisième quart-temps, vu que les Jaguars n'avançaient pas et que les Rams ont lâché l'accélérateur, c'était une purge. Je crois honnêtement qu'il a duré 1h15, le troisième quart-temps. Bah, quand le match se termine heure française à 18h47 ou 50, alors qu'il a commencé à 15h30, ouais, c'est qu'il y a eu des longueurs non nécessaires.
C'était si long. Et en plus, on n'est pas sur. Enfin, le match, donc, parce que j'ai pas annoncé le score. 35 pour les Rams, 7 pour les Jaguars. Donc, le match était plié à la mi-temps. Il y avait. Alors, soit il y avait 21-0, soit Ouais, il y il y a avait 28-0. 21-0. Ouais. Ouais, 21. voilà. Tu as 21-0 à la mi-temps. Dernier quart, ils se réveillent encore un peu, les Rams, histoire d'être sûr que les Jags ne fassent rien. On a vu le premier touchdown en carrière, par contre, de Travis Hunter, qui est honnêtement très bon. Mm. Je ne pense pas que ce sera le meilleur receveur de cette QV. Par contre, même défensivement, il a commencé à faire des plays. Il y a un play sur, il me semble, Davante Adams, où il lui retire le ballon des mains. Et franchement, ça, c'est un vrai play de corner. C'est un play qu'on voit sensiblement faire Cooper DeJean contre Justin Jefferson aussi dans le match entre les Vikings et les Eagles. Voilà. Donc, en fait, il y a du bon, mais tu es bloqué par ton QB qui te coûte 53 briques par an. Je rappelle, 53 briques pour rien. Et pour moi, il n'y a aucune. Si, il a gagné un match de playoff. Voilà. Et ça a fait le problème de cette franchise. Voilà. Donc, tu disais, j'étais un peu revigoré par ce match. Et en plus, la boutique, elle était naze. Vraiment. Le Celui meilleur. qui est à l'extérieur. De quoi la boutique À l'extérieur du stade, ouais. Ouais, quasiment dans le stade, ouais, mais juste à côté, ouais. Oui. C'était à Wembley pour le coup, c'était pas à Tottenham. Celle de Tottenham, elle est bien, elle est vraiment bien. Celle de Wembley, franchement, j'ai l'impression de voir un tout petit truc. Vraiment, tu me dis que c'était un ancien Sephora, je te crois, quoi. Et encore, Sephora, ce serait plus grand. C'est un. Qu'est-ce que ça peut être? Un Jack and Jones, tu vois. Ça vend des jeans là-dedans. Et ouais, non, ça. Si tu voulais acheter des chaussettes et des bonnets, c'était très bien. Mais voilà, ce Rams Jaguars, un halftime show qui n'était pas annoncé, où on a eu 2 duellistes de piano qui faisaient des petites chansons. Et ça, c'était bien. Ça a réveillé tout le monde. Hein, parce qu'au deuxième. Là. Alors, pardon, je finis, après je te lance. Mais le nombre de sièges rouges à Wembley que j'ai vu, c'est hallucinant. Tout le monde s'est barré à la mi-temps, quasiment. Ah ouais. Il y avait peut-être, sans déconner, je pense 30% des gens qui n'étaient pas là dans le quatrième. Ah la vache. Voilà. Qu'as-tu pensé de ce match un peu long également? Ah, c'était. Oui, mais je regardais sur la télé française, parce que c'était diffusé par beIN Sport. On avait l'impression que les commentateurs se faisaient chier également. Et je pense que c'était pas qu'une impression. Sur le troisième quart, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ou 9, enfin 8 balles, parce qu'il y a 2 turnovers en down. Il y a un nombre de drives, c'est impressionnant dans ce carton-là. Ouais, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8 drives. Mm. Et encore, tu en as un autre qui commence juste dans le quatrième, hein, et qui finit, Oui. finit par un touchdown au moins. Fini par un touchdown. Ouais. Mais non, après, je te rejoins sur le touchdown de Travis Hunter. Très, 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 très chouette. On avait peur qu'il soit refusé parce qu'il y a un flag qui est lancé, un fameux. Mais c'était contre les Rams. Mais ouais, hormis ça, écoute, Stafford a fait un gros match. Et puis, on va s'arrêter là, quoi. C'était pas. Mais c'est bizarre. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit momentum qui est passé quand Parker Washington et je crois que c'était lui. Oui, il a mis son touchdown, il a mis son touchdown sur retour de coup de pied. Un super retour. D'ailleurs. Qui a été annulé pour on sait pas trop quoi finalement. Parce que c'est bloc illégal dans le dos, mais franchement, quand tu regardes le ralenti, tu vois pas trop où il y a un bloc illégal dans le dos. Et ça pouvait quand même remettre les Jaguars sur de bons rails, parce qu'il y avait de mémoire 14-0 à ce moment-là pour les Rams, ou peut-être 7-0. Ouais. Donc c'est dommage, ça a peut-être tué un peu le spectacle pour une pénalité qui n'aurait pas eu lieu, ou alors le ralenti était pas le lieu de la faute. Peut-être que les images que nous on a revues devant la télé sont pas les bonnes, mais un peu dommage pour le spectacle. Après, ouais, 35-7... J'avoue que le troisième quart, j'ai un peu lâché, quoi. Je vais pas mentir. J'ai commencé à faire un peu autre chose en me disant, bon, il y a le red zone après, donc plie le linge, quoi. Exact. Je te comprends, mais tellement. Mais tellement. C'est exactement ce que je disais, je sais plus quand, mais ouais, j'en parlais, je crois, dans le preview, que c'était un peu ça. Enfin, c'est cata. Mais depuis 2 matchs, les Jaguars, je te rejoins, c'est très, très compliqué. Ils ont eu leur belle victoire contre les Chiefs. Ouais, il y a 3 matchs, ils battent les Chiefs, mais derrière, contre les Seahawks et maintenant contre les Rams, tu sens que ça s'essouffle, et pas qu'un peu. Attention pour eux. Exactement. Et toi, de quoi veux-tu parler qu'est-ce qui t'a marqué sur cette semaine? Moi, c'est le 33-13 en 15 minutes. C'est 46, donc. 46 points.
46, 56 points, pardon. 46, 46. Oh là là. J'ai pas fait S, ça se sent. Ouais, 46 points entre. Hors taxe, peut-être, je ne sais pas. Mais Oui, c'est la 46. Floride, c'est comme Trevor Lawrence, il n'y a pas de taxe. Ça doit être ça. Entre les Broncos et les Giants, je vais pas mentir, je suis allé me coucher à la fin du troisième quart en me disant, bon, 19-0, ça le fait pour les Giants. Et je me suis réveillé ce matin, j'ai vu que le Discord était un peu en feu, certains étaient en dépression, je me suis dit, putain, mais il s'est passé quoi? Et c'est en fait, en regardant le pick-em, je vois mon score, je fais, wow, c'est bizarre, je pensais pas que j'aurais eu autant de points, quoi. Et c'est là où j'ai vu que les Broncos avaient gagné ce match-là, donc 33-32, et ils leur ont mis 33-13 dans le dernier quart-temps. 33 points. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans l'idée. Alors j'ai repris évidemment les images de 40 minutes juste pour me regarder le dernier quart-temps, mais cette explosion des Giants, eux qui avaient réussi à les shut out en fait, complètement, incompréhensible. Et on a vu sur l'après-match des vidéos où c'est Brian Burns qui est dans le vestiaire qui incendie son coordinateur défensif. Alors il est accompagné de Russell Wilson, il n'y a pas son cordeau à côté, mais il l'insulte en disant que cette fucking cover 8, ça sert à rien, notamment sur le dernier drive qui permet aux Broncos de mettre le field goal. Mais c'est incompréhensible en fait. Je comprendrai jamais ces coachs défensifs qui, tu vois qu'il y a des schémas qui fonctionnent, et ben continue de les faire sur 4 cartons. Et arrête de faire de la défense préventive sur le dernier quart alors que t'as plus de 15 points d'avance en fait. Bah tu te prends un big play, c'est pas grave. T'auras toujours plus de 10 points d'avance. Donc arrête de faire ça parce que ça au contraire ça redonne énormément confiance à l'attaque adverse. Ça les fait avancer. Il y a une énorme erreur de Jackson Dart sur l'interception bien sûr parce que la défense des Giants n'est pas toute seule fautive. Mais après, cette explosion en règle là, le 33-13, peut-être que ça va un peu les marquer sur le reste de la saison les Giants, parce que là ils avaient quand même largement le match en main. Ça leur permettait aussi d'asseoir un petit peu leur renouveau en tapant les Broncos chez eux, une des meilleures équipes AFC cette année. Là ils sont passés à côté d'un gros truc, je trouve. À la fois, ils sont passés à côté d'un gros truc, et en plus de ça, avec les Commanders qui perdent, ils sont toujours derniers de la div alors qu'ils avaient moyen de remonter un petit peu. Une div qui est étonnamment assez homogène, à part les Eagles qui sont un petit peu en avance, mais c'est pas flamboyant, même si sur ce match-là, ça l'était un petit peu plus. Mais surtout, là, je regarde un peu la durée des 3 derniers drives qui ont marqué des points par les Broncos. C'est 6 bon, alors effectivement, c'est l'interception dont tu parles, mais 6 plays, 14 yards, 56 secondes, 7 plays, 68 yards, 51 secondes. Là, tu prends l'avantage. Derrière les Giants, 12 plays, 16 yards, 1 minute 14. C'était lent, hein, parce que pour avancer, ça a été dur, mais touchdown. Et derrière, ouais, comme tu dis, 7 plays, 51 yards en 37 secondes. Et c'est t'en parlais. La cover 8, t'en as très bien parlé, ça a été n'importe quoi. Et alors qu'ils menaient, combien ils menaient 7, 13, 19-0. 19-0 à l'entrée du quatrième. Alors après, le quatrième carton, les Broncos sont juste en red zone. Donc voilà, tu commences au quatrième alors qu'il reste 10 yards à faire. Mais oui, bien sûr. Quand même, tu arrives à le limiter à 0. Je vois pas dans quel monde tu peux t'en prendre 33 en fait. C'est juste ça qui m'échappe un petit peu. Hormis circonstances atténuantes, notamment interception, mais il n'y a pas eu un strip sack, il n'y a pas eu un fumble retourné, il n'y a pas eu un pick six non plus, tu vois. Et l'attaque, ils n'avaient pas non plus l'interdiction d'aller mettre des points non plus, tu vois. Alors ils en mettent 13. Bon, oui. Ils auraient peut-être pu essayer d'avancer un petit peu plus. Et il y a des plays, vraiment, c'est course, passe. Tu sens que le coaching staff est en danger, tu sens qu'ils sont pas sereins sur la ligne de touche. Et derrière, sur le terrain, malheureusement, ça s'est ressenti pour Jackson Dart et ses coéquipiers, notamment en attaque. Donc, ouais. Et il y a encore 1, 2, il y a au moins 3 field goals qui sont, enfin 3 extra points qui sont ratés. Il y en a 2 au pied et une conversion à 2 points qui est ratée. Ouais. Et ça, forcément, ça te casse l'équipe. Hein. Notamment la dernière où les Giants mettent un touchdown il reste 1 minute. Même pas qu'à 37 secondes parce que c'est le dernier drive des Broncos et du coup le kicker rate l'extra point et ce qui permet en fait à Denver d'être uniquement à 2 points des Giants et non pas 3 et derrière ils réussissent le field goal qui leur permet de gagner ce match au lieu d'aller en overtime
Après, l'overtime, tu sais pas ce qui aurait pu se passer, tu vois. Donc, Au vu de la dynamique, je pense savoir ce qui se serait passé, mais oui. Ouais. Compliqué. ouais. Donc dommage pour eux, bien pour les fans de NFL de manière globale et pour les fans des Broncos, beaucoup moins pour les fans de Big Blue. Totalement. Autre chose à rajouter, PA, ou on passe aux évaluations? C'est parti pour les évaluations. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hey, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés. Et pour l'évaluation, on va se poser la question, quelle est notre top équipe, quelle est notre flop équipe? Et PA, je te laisse commencer. Choisis, top, flop, peu importe, je te laisse commencer. Et je vais partir sur la flop. Je voulais parler des Falcons d'Atlanta. Mais au final, en regardant le match, c'est pas la pire équipe, mais en fait, il y en a d'autres où on en a déjà suffisamment parlé. C'est pas étonnant qu'ils aient perdu. Coucou les Dolphins, coucou les Jets notamment, qui n'arrivent pas à mettre un touchdown dans un match. C'est un peu compliqué. Mais les Falcons, je voulais les mettre en flop équipe à cause de leur irrégularité. C'est-à-dire que là, ils rencontraient une équipe de San Francisco qui est décimée par les blessures. Il leur manquait encore Ayuk et Pearsall en attaque. Il leur manque pour toute la saison Fred Warner et Nick Bosa défensivement. George Kittle fait rien sur ce match-là. Il fait des bons blocs, mais à la réception, il fait rien. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et mais on voit que ça change énormément, en tout cas pour le jeu de course des Niners, d'avoir ce joueur-là. Mais c'est une équipe à double visage, je trouve. Ils ont fait un super match contre les Bills, bien aidé aussi par une attaque des Bills qui a fortement ronronné pendant 60 minutes, mais quand même, il faut aller les taper, même à domicile. À côté de ça, ils perdent 30-0 contre les Panthers il y a quelques semaines. Là, ils perdent de nouveau contre les Niners. Alors oui, c'était à San Francisco, mais je sais pas, si tu as des prétentions dans cette saison, des prétentions notamment de playoff, parce que là, la division avec les Buccaneers qui avancent extrêmement rapidement, ça se complique de semaine en semaine. Mais les playoffs, pour moi, c'est censé être un objectif pour les Falcons. Et t'as pas le droit de perdre ce genre de match contre une équipe, je le rappelle, qui était vraiment décimée, quoi. C'est Mac Jones qui est titulaire en poste de quarterback, c'est même pas Brock Purdy. Il y a des choses que je comprends pas. Il y a des appels de jeu que j'ai pas compris. Il y a des passes de Michael Penix. C'est pareil. Je parle d'irrégularité pour cette équipe. Je parle aussi d'irrégularité pour le quarterback d'un match à l'autre et même dans le même match. Il arrive à faire des lancers où tu dis, OK, ça, c'est un vrai lancer de QB titulaire NFL. On peut faire confiance. Et le play d'après, il balance une saucisse à 3 mètres du receveur. Tu dis, attends, mais c'est le même joueur ou ils ont changé? Il y a quelque chose. C'est vraiment bizarre et, c'est dommage que défensivement, je trouve que les ajouts qui ont été faits pendant l'intersaison, notamment à la draft, commencent à porter un peu leurs fruits. Alors ça se voit pas trop dans les stats, parce que McCaffrey leur a un peu roulé dessus sur le jeu au sol, mais voilà, il a fait des big plays, mais je trouve aussi que sur d'autres jeux, ils ont réussi à très très bien limiter le jeu à la course, quoi. C'est juste les big plays qui les a tués, et c'est pas pour rien que les deux safety des Falcons sont les deux meilleurs plaqueurs sur ce match-là, en tout cas du côté des Falcons. Mais à côté de ça, Et encore sur McCaffrey, sa portée la plus longue c'est 15 yards et sa réception la plus longue c'est 17. Juste qu'il en a fait beaucoup, quoi. Il n'a pas eu ce breakaway. Non, de 50 yards, mais ouais. C'est soit il faisait 2 yards, soit il faisait 12-13, quoi. Ouais. Il y a pas le juste milieu où tu vois le running back il te roule dessus, il fait 6-7 par chaque course, et là tu dis, ouais, le match il va être très long parce qu'on n'arrive pas du tout à l'arrêter. Non, il y a vraiment des jeux où ils ont réussi à bien le stopper. Mais offensivement, je comprends pas ce qui s'est passé, désolé, mais quand t'as Bijan Robinson, quand t'as un Drake London, même Kyle Pitts qui s'est un petit peu montré, tu sens que là, l'équipe, elle est prête, elle arrive à maturité, et il leur manque encore ce quarterback. Et des bons appels de jeu de la part du coaching staff. Et malheureusement, ni l'un ni l'autre ne vont changer, quoi. Exactement. Compliqué, ces Falcons, on en a parlé quand? Preview? Où on parlait de l'irrégularité. Exactement, l'irrégularité. Preview avec le Bills Falcons. C'est ça. Et en fait, ils peuvent très bien prendre 30-0 comme ils peuvent marquer, comme ils peuvent battre les Bills, comme là ils perdent face aux Niners en montrant rien du tout, enfin peu en tout cas. Et la semaine prochaine, ils peuvent très bien taper, je sais pas contre qui ils jouent, regardez leur calendrier. Ils jouent contre les Dolphins. Mais tu rigoles, mais ça m'étonnerait même pas qu'on gagne. Ouais. Enfin, j'espère pas, mais ouais. Compliqué les Falcons quand même, mais Michael Penix, c'est pour l'instant pas ça. Et c'était pas censé être ça à la base en plus quand il est drafté. Quand il est drafté, il y a Kirk Cousins, c'est sûrement pour attendre un petit peu. C'est juste que Cousins, c'était malheureusement encore plus nul. De mon côté, ma flop équipe, c'est une équipe qui était montée, puis descendue, puis montée, puis descendue dans le power ranking et qui en ce moment fait surtout de la descente.
c'est les Washington Commanders. Alors les Commanders ont été se déplacer dans le terrain où on ne peut pas fermer les fenêtres, c'est-à-dire le AT&T Stadium de Dallas, pour perdre 44-22. Et alors on avait le retour de CeeDee Lamb côté Cowboys et il a fait du bien, hein. On a pu le voir dans le match. Donc là on a vraiment le duo de receveurs qui fonctionne. Mais alors défensivement, moi j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu côté Commanders. Offensivement, je comprends pas ce qu'ils font. Ça avance un peu, mais il y a personne qui a beaucoup la balle. Alors effectivement, t'as pas Debo et t'as pas Terry McLaurin, ça n'aide pas. Je ne vais pas dire le contraire, mais t'as Jaden Daniels qui est quand même censé pouvoir lancer la balle un petit peu plus que 22 fois. Il est sorti blessé à ce moment-là, mais il sort blessé suffisamment tard dans le match, hein, il me semble. En tout cas, Troisième quart de mémoire. voilà. Donc troisième quart, c'est Mariota qui rentre à la fin. Bon, Mariota, ça a fait pick six au final. Donc on va même retirer cette partie de l'équation. Mais je trouve que ça n'a pas ultra bien avancé. Les receveurs, c'est toujours la même chose, hein. Si on retire les deux meilleurs, d'un coup, il n'y a plus grand-chose derrière. Oui, mais bon, c'est un peu compliqué. Au final, le receveur qui a le plus eu la balle, c'est Robbie Chosen Anderson. Je ne savais même pas qu'il était là-bas. Donc, ouais, assez compliqué ces Commanders qui, en fait, j'arrive toujours pas à les évaluer dans cette NFL. Ils peuvent battre des top équipes, ils peuvent perdre contre des moins bonnes. Là, ils perdent contre une équipe milieu de tableau, mais au final qui en met 44, quoi. C'est pas une vite défaite 27-14 ou 27-20, c'est 44-22. Et ouais, Commanders un peu difficile, je trouve, sur ce début de saison. Ouais, ils difficile. Sont en 3-4 du coup, pardon. Je regardais le calendrier, tu vois, ils ont perdu contre les Falcons, ils gagnent contre les Chargers, ils perdent contre les Bears. Pareil, on parle d'équipe irrégulière. Bon, il y a des matchs, tu comprends pas trop, tu vois. Un peu étrange, effectivement. Oui, tu l'as dit, il y avait leurs deux meilleurs receveurs qui étaient sur le flanc. Kroos-Kemerit, il a eu un match très très compliqué face à une défense au sol des Cowboys qui s'était fait mais plus couvrir contre les Panthers la semaine dernière. Donc, il y a eu des réajustements, ça on peut pas le nier côté Dallas. Maintenant, les absences côté Washington s'expliquent, enfin en tout cas pour l'attaque et les 22 points. Défensivement, j'ai pas dans l'idée qu'il y ait beaucoup de blessés. Alors, tu avais Dorance Armstrong, mais bon, je pense que tu peux trouver un joueur équivalent sur ce poste-là. Et ils sont complètement explosés par cette attaque des Cowboys. Alors, ça sera pas la seule équipe dans la saison à se faire éclater. Mais là, à ce niveau-là, c'est quand même extrêmement inquiétant, je trouve. Et Daniel, ça a quand même été mis pas mal en difficulté, je trouve, par le pass rush des Cowboys, même avant sa sortie sur blessure. On parlera pas de Mariota, comme tu l'as dit, qui voilà, est un bon QB remplaçant sans plus. Et son pick six, c'est assez horrible. C'est clairement ce qu'on apprend à ne pas faire au quarterback, même dans les écoles chez les plus jeunes. Et encore, en même temps, le score était déjà fait, et c'est pas ça qui a changé la physionomie du match. Mais t'en parlais, Daniels, il sort blessé. Alors certes, on va pas dire oui, Mariota, nanana, mais il sort blessé. Donc c'est encore Stoline qui avait été renforcé. Qui visiblement le protège pas suffisamment, hein, mais enfin. Moi, avoir un joueur qui sort blessé, j'ai du mal à juste me dire ah ouais, il est sorti blessé, bon, faute à pas de chance, parce que c'est quand même récurrent, c'est sa deuxième blessure déjà cette saison. J'ai pas vu ce qu'il a comme blessure. Non, j'ai pas encore eu de retour. Il a fait la tente bleue, il a dit à sa mère qui était dans les tribunes ok, c'est bon pour moi, t'inquiète pas, mais il est pas revenu sur le terrain. Il y a des examens complémentaires aujourd'hui, normalement. Après, logique au vu de quand il est sorti, va pas revenir bêtement pour continuer de perdre. Mais c'était un match de division où tu te fais exploser. Et pour le mental, c'est pas ouf. Exactement. PA, je sais que tu attends ce moment depuis longtemps. Donc, quelle est ma top équipe? C'est les Colts. Les Colts qui, après avoir... on en parlait dans le match de la semaine tous les deux. C'était un nouveau match test face à une équipe de Los Angeles. Le premier s'était soldé par une défaite. Alors celui-là, face aux Chargers, les Colts ont gagné 38-24. Et j'ai pas envie de dire que c'est flatteur pour les Chargers, mais c'est un peu flatteur pour les Chargers et à la fois pas du tout flatteur pour les Chargers. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux comme beaucoup pire. Et
Le joueur dont je parlais au début d'émission que j'aurais pu mettre en joueur de la semaine, c'est Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, là, il est parti pour le Offensive Player of the Year, je pense. 16 portées, 96 yards, 3 touchdowns, et en plus 3 réceptions pour 38 yards. Pour moi, il est hallucinant cette saison, Jonathan Taylor. Il bénéficie enfin d'un QB qui tient la route, et qui tient plus que la route, pour le coup. Daniel Jones, là, cette saison, c'est vraiment très bon. Mais c'est fou comme quand tu as un QB qui peut t'ouvrir des brèches, ce que ça peut donner quand tu as un running back élite. Et là, ils ont ça. Ils ont une défense qui fonctionne très bien. Ils ont pour le coup des receveurs à qui ils envoient la balle et ils diversifient. Contrairement aux Commanders qui essayent de trouver, on dirait, ce qu'ils peuvent trouver. Là, c'est 7 réceptions pour Michael Pittman, 4 pour TJ Warren et un touchdown pour Pittman aussi, 5 pour Alec Pierce, 3 pour Jonathan Taylor. On n'a pas trop. Josh Downs, je pense qu'il était. Il était blessé. Ouais. Voilà. Adonai Mitchell est toujours dans le comment dire dans le creux de la vague. Il est dans la grange, lui. On le laisse et il reviendra plus tard. Mais voilà, ça essaye plein de choses et ça fonctionne. Et ça, je trouve ça pas mal. Voilà. Ouais, hyper impressionnant. On sait pas trop comment juger ces Chargers-là. Par contre, les Colts, on commence de plus en plus à comprendre comment les juger et on les juge très 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 haut. Je leur vois quand même des petites faiblesses défensives. Alors peut-être qu'il y a eu aussi un léger relâchement au retour de la deuxième mi-temps, ça peut arriver aussi. Mais ça a été compliqué notamment contre les Cardinals, si je dis pas de bêtises, où ils s'étaient pris une trentaine de points aussi quasiment. Donc faut faire attention à ça. Mais c'est vrai qu'offensivement, c'est aussi pour ça qu'on regarde du football américain. Il y a des explosions dans tous les sens. Enfin, c'est juste génial. Taylor, on le sait que c'est un super joueur, mais là cette saison, il explose tout. Enfin, je vois pas qui est meilleur running back cette année que lui sur les 7 premiers matchs en tout cas. La discussion, elle est avec Bijan, mais c'est tout. Parce que Bijan, à part sur ce match-là, il est monstrueux. Ouais. Mais tout le monde bénéficie d'une top O-line chez les Colts, le quarterback, le running back. Et du coup, ça leur permet de prendre de l'avance sur le score. Ils ont perdu du monde en plus. Sur, le centre et le garde. Ça fait beaucoup quand même, les deux. Donc c'est Will Fries et le deuxième que j'oublie tout le temps. Toujours pas. Toujours Vikings. Toujours Vikings et toujours je ne sais pas qui c'est. C'est la vie. Mais on t'apprécie. Sache que si tu nous écoutes, on t'apprécie. Purée, je vais aller chercher parce que je vais encore oublier. Mais regarde, je vais aller regarder qui c'est. Ce O-line. C'est... il doit être blessé parce que... Il est blessé. Ah purée, il fallait me le dire. Non, j'aime bien te voir galérer. C'est Ryan Kelly ? C'est Ryan Kelly, ouais. Ah ouais. Mais oui, il y a eu du changement, ça avait été très très bien anticipé lors des dernières drafts notamment, avec un Tyler Bortolini qui arrivait aussi il y a 1 ou 2 ans maintenant. Donc la relève était prête, ça permet de libérer du cap. La O-line garde un niveau qui est quand même très 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 haut. C'est tout bénef pour cette équipe. Il y avait l'interrogation Anthony Richardson. Je pense que l'interrogation, on l'a même plus. C'est Daniel Jones, il a un contrat d'1 an. Ils ont intérêt à le re-signer et très rapidement. Alors je pense pas que ça sera comme l'effet d'Arnold. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'équipes qui se positionneront sur le joueur. Mais par contre, c'est dans l'intérêt des Colts de le garder parce que c'est peut-être un QB de système, mais dans ce système-là, il fonctionne extrêmement bien. Donc si tu veux garder une petite fenêtre d'ouverte pour être contender en playoff et voir plus, et essaye de garder les armes qui font qu'actuellement tu es en 6-1 au global. Et ça passe par ton quarterback. Donc c'est ultra intéressant là, ce qui est proposé. Je vais te lister les quelques QB qui sont les meilleurs, en tout cas officiellement, les meilleurs QB qui sont en free agent la saison prochaine. Donc Daniel Jones, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Marcus Mariota, Zach Wilson, Tyrod Taylor, Joe Flacco, Kenny Pickett, Garoppolo, Trubisky, Keenum, Lance, Wentz, Malik Willis, Gardner Minshew, Tommy DeVito, Scarlett Thompson, Jake Browning, Samuel. Voilà, je t'ai vraiment fait la liste de tous ceux qui ont vraiment dû faire un snap ou deux en NFL sur les dernières années. Il n'y a rien. Et je vois que des Hall of Famers personnellement. C'est vrai, parce que j'ai même oublié de parler de Hunter Deckers, évidemment, qui sera free agent. Mais voilà, il n'y a rien du tout. Ouais. Je pense honnêtement qu'il se fera franchise tag. En tout cas, il y a de bonnes chances qu'il se fasse franchise tag. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il jamais il voit le marché.
Mais C'est pas dans jamais de la l'intérêt, vie. c'est dans l'intérêt d'aucun des deux en fait. Très Oui. sincèrement, je pense que Jones il est pas con non plus parce que quand il est parti des Vikings, c'était aussi une des raisons pour lesquelles il a pas signé, c'était de dire c'est JJ McCarthy le titulaire, moi j'ai encore envie de tenter ma chance quelque part, j'ai encore des choses à donner dans ma carrière NFL. Il s'avère que les Colts lui ont proposé un contrat, il l'a pris et à mon avis il va pas le lâcher. Donc c'est dans l'intérêt des deux de re-signer ensemble. Après le tarif, on verra bien. Il faudra pas qu'il soit trop gourmand non plus, l'ami Daniel, je pense. Mais ouais, c'est le mariage parfait pour les deux, très concrètement. Je suis d'accord. Et puis Anthony Richardson sera dans la dernière année de son contrat rookie la saison prochaine. Donc il va falloir qu'il prenne une décision sur sa player option sur sa team option qu'ils vont clairement pas prendre sur sa 5e année. Parce que là, il arrive à la fin de sa 3e année ou 4e. Là, il est à la fin de sa 3e année cette saison. Donc la décision doit se faire à l'intersaison là. Ouais. Donc autant dire que c'est mort. Je vois pas une équipe qui foutrait, je crois que c'est 30 millions en plus, ou c'est dans ces alentours-là quand t'es 4e pick. QB. Ouais, peut-être un petit peu moins, mais ouais. Enfin voilà, ce sera quand même assez haut. Voilà pour ces Colts qui sont en 6-1, qui ont un, si ce n'est le meilleur bilan, enfin en tout cas le meilleur bilan de la ligue, c'est sûr. Il y a les Buccaneers. Qui sont en 5-1 à l'heure où on enregistre. Ouais, c'est ça. Qui vont jouer contre les Lions. Il y a une chance qu'ils ne soient plus en 5-1. Ça, vous le saurez au moment où vous écoutez l'épisode. Exactement. Nous, on ne le sait pas pour l'instant. Et c'est bien dommage. PA, voilà, on a fait le tour. Je pense qu'on peut passer. Exactement, au Power Ranking. Voilà. Non, en plus, c'est le 2-minute warning avant. Mais vas-y, parle-nous de ta top équipe. Je te jure, je te coupe pas au montage. Parce que j'ai la flemme. les joies de Restream et d'AWS. Oh là 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 là. Oui, parce que pour ceux qui pour ceux qui travaillent pas dans la tech ou autre, qui ont pu voir, tout était down en ce lundi. Donc notre logiciel qui nous permet d'enregistrer ne fonctionne pas, évidemment. Exactement. Donc on a dû faire le système D. D comme defense. Defense. Ce que tu as vu à Wembley. Enfin, pour une équipe, mais pas pour l'autre. Pourquoi tu es obligé de me remettre ça dans la tête là? J'ai dormi 4 heures cette nuit là, toi t'es là, la défense. Alors que moi, regardez mon équipe, on est en 5-2. Donc comme il l'a très bien introduit, moi j'ai parlé des Patriots. Sur ce match-là, donc ils gagnent 31-13 contre les Titans. Un match qui représente assez bien ce qu'ils ont fait là les 2-3 dernières semaines, enfin, notamment les 2 dernières semaines où ça commence un peu timidement défensivement. Et puis après, ça monte crescendo et ça limite les équipes adverses à pas beaucoup de points. Les Saints, ça avait été la même chose la semaine dernière. Mais surtout, ce que je vais mettre en avant, c'est vraiment le pas en avant de l'attaque, où ça donne une impression, en fait, que chaque drive peut se terminer avec des points, que ce soit un touchdown ou un field goal. Drake May, il est en 2e année de son contrat. Le niveau qu'il a actuellement est juste hallucinant. Et quand tu regardes un petit peu la QV de l'année dernière, pour Jaden Daniels, il est quand même touché par les blessures cette saison. Tu regardes les autres QB, c'est à se demander si les Patriots n'ont pas touché le jackpot en prenant le 3e quarterback de cette QV, en fait. C'était Caleb Williams juste avant aussi. Ouais. Caleb en 1, Jaden Daniels en 2, il y avait JJ McCarthy en 9, 8. Il y a Bonix. C'est en 10. Non. Il y a Penix en 8, JJ en 9 ou 10 et Bonix en 12 chez les Broncos. C'est ça. Et ouais, il est d'une maturité dans la poche. Il a des lancers qui sont assez effrayants pour un quarterback de 2e année. En fait, ça emmène toute l'attaque avec lui. Le jeu au sol a enfin performé sur ce match-là avec un Stevenson qui a 88 yards. Je sais pas si ça va durer dans le temps, mais en tout cas, sur ce match-là, ça a bien fonctionné. Et en fait, c'est 31-13, mais au début du 3e quart, ils mettent 2 touchdowns assez rapidement. Et après, c'est un peu comme les Rams, quoi. Ils sont pas trop inquiétés défensivement, donc ils forcent pas trop non plus offensivement. Mais c'est assez effrayant ce qu'on voit offensivement, et défensivement, tu sens que ça monte aussi en puissance, avec beaucoup d'investissements qui ont été faits, notamment lors de la free agency, avec un Milton Williams volé au nez à la barbe des Panthers et qui fait énormément de bien sur la D-line. Un Barmore qui est revenu à un niveau qu'on y connaissait avant son problème de caillot sanguin pendant les 2 dernières saisons. Donc non, il y a beaucoup de positifs. On sait aussi que le calendrier était très abordable maintenant, et je le dis énormément dans le Discord, ces matchs-là, ça reste des matchs pièges, et les Patriots, je trouve, s'en sont très bien sortis. C'était 3 matchs à l'extérieur consécutifs, les Bills, les Saints et les Titans. Ils sortent avec 3 victoires.
une très belle victoire contre les Bills, une un peu plus difficile contre les Saints, et là une belle victoire contre les Titans. Ça arrive à taper les équipes qui doivent gagner, ce qui n'était pas le cas les 2 dernières saisons, et ce qui n'est pas le cas de d'autres équipes qui sont beaucoup plus en difficulté, quoi. Donc ça me fait dire qu'il y a il y a un vrai shot pour eux, pour minimum les playoffs, et potentiellement, si les Bills continuent à être un petit peu sloppy, pour prendre un terme américain, il y a un vrai shot aussi pour la division, je trouve. Je suis assez d'accord, hein, les Patriots, tu parlais du calendrier difficile. Je te rejoins pas sur ce point-là parce que oui, les Bills, oui, mais derrière les Saints et les Titans, avec les ambitions des Patriots, tu dois gagner. Cependant, je J'ai suis dit d'accord calendrier avec. difficile? Non, t'as dit Ah non, abordable. non. Ah oui, oui, non, c'est ça, pardon. Calendrier très facile. On le sait, historiquement, c'est l'un des calendriers les plus faciles, même en Mais dans le début de sens où saison. c'est des Mais, matchs que tu gagnes pas forcément et tout. Là, oui, c'est ça. tu dois les gagner, tu dois les gagner. Contre les Saints, ça n'a pas été une question. Contre les Titans, je pense que les Patriots de l'an dernier auraient perdu. C'est possible. Avec le début de match où tu es à 10, t'es à 13-3, il me semble. Non, t'es à 10-3 à la fin du premier quart. Et franchement, les Titans jouaient bien en début de match. Offensivement, ça avançait bien. Enfin, en fait, c'est ça. Pour revenir sur ces Titans rapidement, ça avance bien au début, vite fait, et puis après, ça s'écroule. Après, il y a des ajustements qui sont faits aussi, que ce soit par les défenses adverses ou les Mm. attaques, etc. Mais oui, Eux, ils ont du mal, quoi. ils ont du mal. Sur tous leurs matchs depuis la saison, depuis le début de saison, hormis contre les Texans où ils mettent 0 points. Mais oui, il y a des phases où c'est bien, mais il y a quand même des phases où c'est compliqué à regarder. Ouais, il y a plein de points d'amélioration, je pense. Mais bon, écoute, ton ami Chimerdike a mis son premier touchdown. Mm. Et c'est bien, et c'est pas mal. Mais ouais, moi, la question que j'ai, c'est quoi le problème avec Trevion Anderson? Est-ce qu'on sait? Il était blessé? Non, 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 mais en fait, je pense que c'est un petit peu aussi la patte anciennement Billy Chick, mais aussi Josh McDaniels, qui est le coordinateur offensif. Historiquement, les Patriots, quand ils draftaient un running back, ils le laissaient pendant un an ne pas trop toucher le ballon. On appelait ça la Foxborough flu, la grippe de Foxborough, où on le mettait un petit peu à la cave, quoi. Ça a été moins le cas avec je sais plus comment il s'appelle, celui qui venait de Georgia ou sur le dernier Super Bowl qui remporte Sonny Mitchell, qui lui avait joué dès son année 1. Mais effectivement, je pense que c'est plutôt la patte Josh McDaniels par rapport à Anderson, et aussi parce qu'Anderson à la fac était excellent sur la pass protection lors des jeux de passe. Okay. Et là, il est assez dramatique depuis le début de saison. Genre, vraiment. Okay. C'est-à-dire qu'il fait soit il se fait passer, soit il fait des holdings. Donc c'est un peu compliqué. Et Simonson sur ce point-là est très bon. Donc il n'y a pas de raison de changer. Ouais. Lui, c'est juste quand il perd la balle et là il l'a pas perdu. Donc effectivement, autant continuer avec lui. Vous êtes en 5-2. Ouais. C'est vraiment pas mal. C'est un très très bon début de saison. Et toi, tu l'as dit, hein, Drake May, super, 21 sur 23. Enfin c'est un QB de deuxième année. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte du niveau du joueur par rapport à son année d'expérience en NFL. Après, il a fait que 20 matchs en NFL. Oui. Pour le coup, il jouait face aux Titans. Qui est pas la ouais, défense de la ligue. Ouais, mais sur les précédents matchs, pour reprendre le match contre les Bills, le 4e quart-temps, il fait un 12 sur 12. C'est pas mal. C'est vraiment... Enfin, il est sur son petit nuage. Ouais, j'ai même pas fait ça sur la plage, moi, donc oui, il n'y avait pas d'opposition. On parlait de stats Madden, justement. Lui, il est clairement sur des stats Madden depuis 2-3 matchs, quoi. Où tu sais, tu rates aucune passe, et quand tu loupes une passe, tu te dis, bah attends, c'est bizarre. C'est faux. Ouais. Sur Madden, tu rates des passes. C'est le principe de Madden. Il y a des passes qui sont droppées. Mais non, et voilà, ça va se corser un petit peu là sur les semaines à venir. Alors, il y a les Browns la semaine prochaine, mais après, ça se corse un petit peu. Et je pense qu'il y aura des vrais tests. Il y aura les Falcons et les Buccaneers sur la semaine 2 et 3. Enfin, en tout cas, la première, deuxième, troisième semaine qui arrive. Browns, Falcons et Buccaneers. Voilà, des vrais tests. Enfin, le retour à la maison après 3 semaines de déplacement. Mais ça va être intéressant à suivre, en tout cas. Yes. Quelque chose à rajouter? On est bien en 5-2. Je suis d'accord. C'est à peu près le cas pour les Dauphins. On va passer au 2-minute warning. Et pour le 2-minute warning, on va parler des matchs dont on n'a pas abordé les scores, quelques infos s'il y a besoin, et ensuite je te laisserai la main pour parler des pronos. Donc les Rams ont battu les Jaguars. D'ailleurs, les Steelers ont perdu face aux Bengals d'abord. On en a parlé. Les Rams ont battu les Jaguars 35-7. Les Bears sont imposés
Face aux Saints, 26-14. Un match compliqué pour les Bears, hein, je trouve. Franchement, s'ils avaient perdu, ça m'aurait pas choqué. Ouais, il y a eu des erreurs de la part des Saints. Maintenant, les Bears, ça fait 4 victoires consécutives. Ils sont en 4-2. Mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Alors, hormis la semaine dernière, parce qu'ils ont joué le lundi soir contre les Commanders. Et du coup, on en avait parlé pendant la preview de jeudi dernier. Mais ouais, 4-2 dans la division. Ils sont passés devant Minnesota. Ils sont pour l'instant à égalité avec Détroit. Ouais. Je trouve que ça fait pas trop de bruit, mais ça avance plutôt bien. Exactement. Et les Saints en 1-6 qui continuent de montrer des choses correctes et qui, quand ils auront une meilleure équipe, je pense que ça pourra bien fonctionner. En tout cas, niveau coaching, je trouve ça intéressant depuis le début de la saison. Les Dolphins ont perdu 6-31 face aux Browns. Voilà. Les Browns qui avaient comme grande qualité leur attaque, forcément 31 points. C'est ironique, évidemment, c'est la défense. Bon, après, ils nous ont mis 3 interceptions, dont un pick six. Kata, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas qu'il n'y ait pas d'action de prise. Et bon, c'est la vie. Avec McDaniel et ses lunettes de soleil alors qu'il pleut. Il rend fou. On dirait une star hollywoodienne là, tu sais, qui est au défilé et qui a mis ses lunettes alors que parce que j'ai les flashs là, ça me fait. C'est peut-être ça, il y a trop de flash pour lui, il n'arrive pas à les assumer. Non, ouais, les Dolphins, écoute, je te laisserai, t'en parleras largement mieux que nous. Donc moi, c'est plutôt un petit coup de cœur, encore une fois, pour Quinshon Judkins. Je trouve que c'est un running back que j'adore regarder jouer, très sincèrement. Il a pris la relève de Nick Chubb et c'est fort. Ça reste un rookie aussi et c'est très fort ce qu'il propose. J'aime beaucoup. J'espère juste qu'il va laisser sa vie privée tranquille pour qu'on puisse profiter du talent du joueur pendant toute sa carrière parce que ce qu'il a montré encore 3 touchdowns à la course. Wow. Ouais, sans avoir fait beaucoup de camp en plus. Hein. Il a pas été très présent. Il s'est vite adapté au système. Les Raiders, on en a parlé, ont perdu 31-0 face aux Chiefs. Les Eagles, 28-22 face aux Vikings. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce match-là? Bon, super match. Super match. Carson Wentz en difficulté, mais super match. Et Jalen Hurts qui s'est rappelé, et le coordinateur offensif, qui se sont rappelés mutuellement qu'ils avaient des bons receveurs. Donc, on a pu revoir Devontae Smith et AJ Brown. Donc, ça fait plaisir aussi. Exactement. Je ne sais pas si on commence à s'inquiéter pour Saquon Barkley encore une fois. 18 portées, 44 yards. J'ai du mal à voir ce qu'ils veulent en faire. Est-ce qu'ils cachent aussi une petite blessure ou autre? Je sais pas, mais je trouve que c'est un peu inquiétant, perso. Je pense que les défenses savent un peu que ça va courir et du coup, c'est un peu plus simple. Le jeu des coordinateurs, les coordinateurs sont pas ouf, je trouve, côté Eagles. En tout cas, le coordinateur offensif, moi, j'ai beaucoup de mal. Bon, on le voit, hein, parce que le coordinateur aujourd'hui, c'est le head coach des Saints et c'est un peu mieux quand même offensivement côté Saints. Franchement, je pense que si tu donnes le matos des... Bon, après, oui, en fait, on l'a vu, hein, quand tu donnes le matos des Eagles aux gars, ça avance mieux. Donc, ça fait plus de 40 points au Super Bowl. Voilà. Les Panthers ont battu les Jets 13-6 avec un Justin Fields qui a été benché. Les Panthers qui sont en 4-3 et les Jets en 0-7. 2 interceptions pour Jesse Horn, ce qu'on peut retenir. Le reste, et un beau touchdown de Leggett, mais c'est tout. Voilà, c'est de manière 13-6, il n'y a pas grand-chose en général à se mettre sous la dent. Patriots 31-13 face aux Titans. Giants perdu face aux Broncos 33-32. Les Colts 38-24 face aux Chargers. Packers Cardinals, on n'en a pas parlé. 27-23. Et on n'était pas loin de la défaite des Packers un peu tout le match qui s'en sortent, mais qui ont eu du mal. Je vais pas te mentir, je suis allé me coucher au milieu du 3e quart, j'ai pas eu le temps de voir le reste, mais de ce que j'ai vu en tout cas des Cardinals à ce moment-là me rassurait, et ce que j'ai vu des Packers ne me rassurait absolument pas. Mais comme d'hab, c'est les Cards et ils ont perdu en fin de match. C'est vraiment une saison horrible pour eux parce que ils ont 4 défaites, ils sont en 2-4 je crois maintenant. Ils sont en 2-5 en cumulé, je crois que c'est 13 points. Sur les 4 derniers matchs, je crois, ou sur leurs 5 défaites, ouais, ils perdent 13 points, ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Là, il y a eu 3 matchs avec 3 points d'écart, ou en tout cas sur un field goal. Donc, ouais, saison un peu horrible pour les Cards parce que. Et c'était sans Kyler Murray sur ce match-là, c'était avec Jacoby Brissett et ça a bien mieux marché. La stat que j'ai vue, Trey McBride a joué 58 matchs, il me semble, avec Kyler Murray. Il a joué 2 matchs avec Jacoby Brissett et les deux ont lancé le même nombre de touchdowns. Voilà. Ouais.
Je Bon. pense que tu prêches beaucoup de convaincus sur Kyler Murray, malheureusement. Exactement. Et encore une fois, je pense pas que ce soit le QB qui est payé cher, qui soit le pire de la ligue. Coucou Trevor Lawrence. Les Commanders, on en a parlé, ont perdu 44-22 face aux Cowboys et les Niners ont battu dans le Sunday Night Football les Falcons 20-10. PH, je te laisse la main sur les pronos, parce que tu es un peu monsieur prono. C'est vrai. Donc voilà, juste petit mot. Je suis toujours dans le Survivor et je crois que toi aussi. Yes. T'as mis qui? J'avais mis qui? Je me demande si j'ai pas mis les Rams. Ouais, je suis sur 2 Survivor. Je suis dans 2 Survivor. Excuse-nous. Du coup, bon, non, parce que le deuxième, t'as le droit à 2 erreurs. La troisième, du coup, est fatale. J'ai déjà fait 2 erreurs. Donc bon. Les Petite lapins, guillotine. Tu vois, là, ouais, j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. quoi. Ouais, clairement, ça a commencé à couper, quoi. C'est les arbres avec la scie, là, tu sais, où ils mettent un coup comme ça, un coup comme ça, et après ils mettent un gros coup de pied dedans, là. Ouais, là, t'attends le coup de pied. J'avais mis Chicago, je crois. Désolé pour les fans des Saints. T'avais raison, c'est la bonne stratégie. Exactement. Du coup, au niveau des pronos, on a Alexandre qui a fait le meilleur score avec 11 bons pronostics, suivi de Thibaut et Doug avec 10. Et puis après, on est 3-9, Anto, Alex et moi-même, et 3-8, GG, Guilty et Trey. Évidemment, dès que les favoris commencent à gagner, GG, c'est un peu plus compliqué. Ce qui nous donne actuellement une égalité tout en haut, avec Doug et Anto à 68 points. Alex seul 3ème 67, moi je suis 4ème avec 66 points, on a GG, Guilty et Trey avec 65 points, Thibaut 64 et Alexandre qui revient un petit peu avec 62 points. On est petit mouchoir de poche, on a 6 points de différence entre le premier et le dernier, donc faudra pas passer à côté. Clairement, et depuis le début, là c'est bien, parce que Alex il aurait pu se faire distancer avec un score normal, Ouais. et il revient. Là on sait bien, il reprend 3 points sur vous, donc non c'est pas mal. C'est serré, c'est cool. La semaine prochaine, c'est compliqué, hein. J'ai regardé un peu le Survivor. À part les Colts face aux Titans, il y a peu de matchs où je suis serein. Toujours faire un pari contre les Titans. Ouais, mais il y a un moment où ça va pas passer et ça va m'embêter. Voilà pour ce 10 minute warning. Et je te propose, PA, qu'on passe à l'overtime. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Et pour cet overtime, le power ranking s'affiche à votre écran. Vous avez de la chance parce que nous, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir qu'on retrouve cette petite photo, ce petit classement où j'avais mis 2 fois les Bengals. Mais voilà, c'était pour cacher ma défaite des Dolphins. Donc, pas de changement au numéro 1. On a toujours, à l'heure où on enregistre, les Bucks. Est-ce que si les Bucks perdent face aux Lions, il y a un monde où les Colts, qui sont maintenant deuxième, passent premier? Ça dépend de la route. Moi, je dis ça dépend ça dépend de la physionomie du match. Mais pourquoi pas, ouais. Et je mettrais du coup les Lions en 2. Ouais, ok. Ouais, après, les Lions pourraient peut-être. Ouais, je sais pas si les Lions pourraient passer en 1. C'est la question. Ils sont en 4 aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas joué, que les Bills n'ont pas joué. Donc les deux descendent par rapport aux Colts qui sont montés. Voilà. Parce que, quand même, très, très belle. Voilà, on est enfin rassuré. Ouais. Voilà, on est rassuré un petit peu. Toutes les autres équipes, malgré leur victoire, notamment les Rams et les Eagles, descendent parce que les Colts montent. Les Packers qui ont gagné mais qui n'ont pas rassuré restent à leur même place. Les Chiefs montent un petit peu. Et après, dans les mouvements notables, les Pats arrivent dans le top 12 et 12e. Les Commanders descendent, les Chargers descendent, Cowboys ça monte. Steelers Falcons qui était un peu dans ce milieu de tableau, maintenant est dans la deuxième partie de tableau, mais au début. Et voilà quoi. Les Bengals remontent. T'avais envie de les faire remonter. Tu voulais les faire remonter encore plus. Ah ouais, je les avais mis plus haut. Je crois que tu les avais mis 24 ou un truc comme ça. Bah, parce que non, mais Cardinals 26, bon. Ouais, t'aurais mis plus bas, toi. Ouais, j'aurais mis un peu plus bas. Et les Panthers, je les aurais pas bougés, moi. On a mis plus 2, je les aurais laissé 25 parce que gagner 13-6 contre cette équipe-là des Jets, je suis pas ultra rassuré, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, c'est juste ça. Je comprends. Je pense que c'est plus les Ravens et. Ouais, non, les Ravens, ils descendent. Ils descendent parce qu'ils ont pas joué. Voilà. Bah parce que d'autres montent, les Panthers et les Browns. C'est pas eux qui descendent foncièrement, quoi. C'est juste que d'autres ont montré un beau visage cette semaine. Exactement. Est-ce qu'il y a un mouvement dont tu as envie de parler? Je précise, les Jaguars ont chuté de 4 places, évidemment, parce que c'était absolument catastrophique. Et que c'était le match à Londres. Ouais, non, mais là, on commence à avoir une petite scission, je trouve, entre les équipes du haut de tableau et les équipes
mid un peu. Tu vois, tu parlais justement de la descente des Steelers, des Falcons. C'est clairement des équipes où toutes les semaines on va un peu se gratter la tête et en fait c'est juste des équipes entre la 14 et la 18e place, quoi, grosso modo dans la ligue. Donc, On a les Panthers sont en 4-3 et sont 23e. C'est là où on voit qu'on fait pas en fonction du bilan. Parce qu'on a une équipe en 4-3 qui est en 23 et on a les Chiefs qui sont aussi en 4-3. Il y a peut-être une autre qui est en haut et qui sont 8e. Mais voilà, c'est pas les mêmes équipes. Hein. Si on regarde que le bilan, on n'a pas toute la pas les mêmes matchs non plus, du championnat. Ouais, oui, clairement. Quelque chose à rajouter sur ce superbe power ranking? Les Jets, je suis pas sûr qu'ils décolleront de cette 32e place. Je pense qu'ils sont bien ancrés là. Là, ça commence. Et les Titans, ils sont bien en 31. Mais heureusement qu'ils ont gagné ce match-là contre les Cards, parce que sinon, il y avait 30 et ensuite 32-32. Moi, je militais pour avoir ça. Je sais pas, parce que les Dolphins, là, ils sont 30 et ils pourraient aussi être 32. Et les Raiders, ils sont pas loin d'être 32 aussi. Ouais. Et les Saints, ils sont bien. Ils sont en 28. T'as 4 équipes nulles. Ouais. Je pense que là, ils sont à leur bonne place. Tu vois, il y a juste quelques équipes au-dessus et voilà. Voilà. Rien d'autre? Encore une semaine, une plutôt chouette semaine de football américain. On a vu beaucoup de points cette semaine par rapport à d'autres. Donc intéressant. Et puis comme tu disais, la semaine prochaine, on va avoir des matchs. En plus, on a des matchs à 18h la semaine prochaine avec le changement d'heure. On pourra y revenir dans la preview, mais let's go, 8e semaine déjà. C'est vrai qu'il y a le changement d'heure. C'est le changement d'heure chez nous, du coup? Oui. On dort, alors la question traditionnelle, on dort 1 heure de plus ou on dort 1 heure de moins? Ouais, je pense 1 heure de moins, parce que du coup, les matchs sont à 18h. Du coup, il n'y a que 23 heures dans la journée, donc on dort 1 heure de moins. Cette logique n'a toujours aucun sens pour moi. Je la comprends, mais je la comprends pas. Mais c'est bien, ça tombe au bon moment. Là, pour ceux qui suivent un peu la NBA, la saison aura repris aussi, donc on aura aussi un match à 18h ou peut-être 19h de NBA. Donc là, on est bien, là. On est bien. Ouais. On est bien, effectivement, et bien écoute, on va tranquillement se diriger vers la semaine 8, du coup, avec seulement un Monday Night Football en plus. Ce sera bien pour le, comment dire, pour la preview et le rewind, ça va être sympathique, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre des... Deux, c'est chiant. Ah, 2, c'est chiant, ça nous flingue notre power ranking à chaque fois. Là, on doit refaire un le mardi, c'est embêtant. C'est embêtant. Merci PA. Avec grand plaisir. Je vous rappelle, suivez-nous partout. Le front office. Un live ce soir. Non, pas ce soir. Jeudi. Un live jeudi. Et prochain épisode, ce sera le preview de la semaine 8 qui sortira jeudi matin. Il n'y a plus qu'à vous remercier. Merci PA. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et vive le football.